Maintenant, écoutez les rapporteurs de la Commission des lois, Madame Untermaier et Monsieur Questel. Voilà. Je vois la salle. Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, vous avez la parole pour 15 à 20 minutes. Très bien, merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président Yves Blein, d'abord pour vous remercier pour la qualité avec laquelle vous avez su diriger ce travail. Je voulais en préambule dire qu'au-delà du contenu de la loi, la façon dont nous avions travaillé en 2015 mériterait à elle seule, je pense, une évaluation et un enseignement par rapport aux travaux que nous avons menés ensuite et que nous menons actuellement. Pour vous dire que cette commission spéciale avait impliqué un travail au quotidien du ministre de la manière la plus rapprochée des députés, avec l'administration mise à sa place. Et je pense que ce texte, il est vraiment issu de l'Assemblée nationale et non pas de l'administration. Le deuxième point, c'est que nous avions mis en place, avec Richard Ferrand, une mission de suivi. Et cette mission de suivi nous a permis d'encadrer finalement le travail de l'administration et de faire en sorte que les décrets que nous avions prévus puissent être promulgués aux dates qui étaient inscrites dans la loi et faire en sorte que le contenu même des décrets soit le plus proche possible du dispositif législatif. Et vous savez tous que ce n'est pas une mince affaire que d'obtenir cela et en tout cas de le vérifier. Et puis, le troisième point, eh bien, c'est que cette mission de suivi, finalement, a facilité le travail que nous avons eu à mener aujourd'hui, parce que je pense que nous avons tous constaté que le travail réglementaire avait été également effectué et que les éléments de travaux que nous avons menés, d'appréciation, sont largement dus, finalement, à cette façon que nous avons eue d'entrer dans ce travail législatif. Voilà ce que je voulais dire en préambule pour vous dire que nous avons conduit, nous, une trentaine d'auditions. Nous avons fait un déplacement sur place, à Chalon-sur-Saône, où nous avons rencontré les professionnels locaux. Nous avons souhaité rencontrer des professionnels exerçant dans des villes moyennes et en zone rurale. Et enfin, nous avons adressé un questionnaire écrit à toutes les organisations représentatives des employeurs et salariés concernés. Avant d'entrer dans le détail de ce travail d'évaluation, je tiens à souligner, avec mon collègue Bruno Questel, dont je tiens à souligner les qualités, parce que c'était un texte extrêmement technique. Moi, j'avais l'avantage d'y avoir travaillé et j'ai pu apprécier la qualité avec laquelle Bruno Questel a pu s'associer à ce travail d'évaluation et y apporter une innovation à laquelle j'ai été très sensible. Alors, les effets de la réforme sont globalement satisfaisants. Ils sont conformes aux objectifs qui étaient recherchés, et en particulier le sujet qui était d'améliorer l'accès aux prestations juridiques et le renouvellement des professionnels avec de jeunes diplômés qui, on le savait, étaient en difficulté par rapport à des vocations qui étaient les leurs, c'est-à-dire d'exercer des missions de professionnels, de professionnels du droit. Alors, s'agissant de la mise en œuvre de la libre installation régulée des notaires, c'est un des points centraux et emblématiques de la réforme des professions réglementées qui nous a valu beaucoup de contestations dans la presse et même dans la rue. Nous avons dressé un bilan de cette première vague d'installation qui a pris fin en septembre dernier et nous avons installé 1620 notaires. 1620 notaires, nouveaux professionnels libéraux, qui ont été nommés donc dans 247 zones de libre installation que l'on appelle les zones vertes. Ces zones vertes ont été déterminées à partir d'une évaluation innovante et très particulière donc de l'autorité de la concurrence. Ces créations d'office, 1620, ont favorisé un rajeunissement de la profession et également un point important, à savoir la féminisation de la profession, puisque celle-ci désormais
58% des femmes figurent parmi ces créateurs d'office. Nous avions introduit dans la loi une limite d'âge à 70 ans. Là aussi, c'est un facteur qui va produire ses effets dans le sens de rajeunissement de la profession. Alors, l'autorisation était reconnue aux sociétés existantes de se porter candidate à la création d'un office. Elle a permis effectivement à ces sociétés de se voir attribuer de nouveaux offices. Elle n'a cependant pas remis fondamentalement en cause l'objectif qui était le nôtre, à savoir la nomination de nouveaux notaires comme des primos installant dans les territoires. Et seuls 10% de ces notaires appartenaient à des sociétés. Alors, l'impact complet des installations est évidemment difficile à évaluer. Le caractère récent en limite la portée, mais les nouveaux notaires que nous avons rencontrés saluent cette réforme qui leur a ouvert des perspectives et permis finalement de réaliser un projet, parfois ancien, qui leur tenait à cœur. Et beaucoup ont souligné, en revanche, des difficultés qu'ils ont rencontrées lors de leur installation, à raison de l'accès au financement en particulier, à l'information, la recherche d'un local. Et vous imaginez bien quand même que les professionnels installés n'ont pas toujours accueilli avec un grand enthousiasme ces nouveaux notaires sur leur territoire. Bon, la procédure de tirage au sort qui a été mise en place à raison du nombre de notaires, puisqu'on a parlé de 36 000 candidats, a eu certains effets négatifs. Et afin d'augmenter leurs chances d'obtenir un office, de nombreux candidats ont déposé des dossiers dans plusieurs zones sans avoir de réels projets professionnels. Sur plus de 30 000 candidatures, on a ainsi enregistré dans les premières 24 heures 30 000 candidatures, ce qui a entraîné des lourdeurs administratives. Et je dois saluer le travail de la chancellerie qui n'était pas du tout équipée pour ce type d'innovation quand même assez brutale, de saluer son travail. Alors, sur le tirage au sort, après du contentieux, nous sommes arrivés finalement à mettre en place un dispositif fiable où l'entre-soi n'avait plus sa place et où finalement l'indépendance dans le choix était garantie. Alors, nous formulons plusieurs propositions afin d'améliorer la mise en œuvre de la libre installation. Déjà, favoriser le recours à la publicité pour permettre aux nouveaux notaires de se faire connaître et puis d'apporter des prestations un peu différentes et innovantes, parce que c'était aussi le souci, notre objectif. Améliorer et fluidifier la procédure de nomination en limitant les candidatures à une personne et par zone, qu'elle soit en société ou qu'elle soit une personne physique. Les candidats pourront ensuite individuellement décider d'exercer soit en société, soit individuellement ou collectivement. Et nous souhaitons bien évidemment que l'on puisse recourir désormais à des tirages au sort électronique. La dématérialisation faciliterait, me semble-t-il, grandement le travail mené par la chancellerie. Nous notons également avec satisfaction que le gouvernement envisage d'encadrer les conditions de renonciation, ce qui devrait avoir pour effet de limiter le nombre de zones dans lesquelles une personne se portera candidate. Et enfin, de permettre aux créateurs d'office de mieux anticiper leur installation grâce à une meilleure information sur leur date de nomination et un allongement du délai entre la nomination et la prestation de serment. Je suis désolée d'aller dans le détail, mais ce sont des éléments qui étaient importants pour les officiers publics ministériels qui s'installaient. Du point de vue du client, la mise en œuvre de la réforme a eu un effet positif puisqu'il a permis d'accroître la diversification de l'offre notariale et puis un accroissement de cette offre. 15% des notaires libéraux par rapport à 2016, c'est la progression que nous avons enregistrée. Et s'agissant du maillage territorial, qui était aussi un de nos objectifs, parce que au-delà de cette réforme, c'était d'éviter le désert juridique par des effets collatéraux qui auraient pu se produire, eh bien, le dispositif de zonage et l'étude appuyée de l'autorité de la concurrence a permis d'éviter que ce soit les métropoles, comme toujours, qui en tirent bénéfice. Donc, nous avons non pas une concentration de notaires dans les grandes agglomérations, mais le maintien dans les différents secteurs de nos territoires, la présence de ces officiers publics ministériels. Une réserve,
Ce n'a pas été avéré peut-être en Seine-Saint-Denis, et nous l'avons fait valoir par rapport à Paris, mais l'autorité de la concurrence estime impossible de définir des zones géographiques alternatives aux zones d'emploi qu'elle a retenues. Donc nous en restons là pour le moment et nous verrons cette évolution. Enfin, l'installation des nouveaux notaires, je tiens à le dire, n'a pas remis en cause la rentabilité des offices existants. Il ne s'agissait pas de paupériser une profession, encore que le danger n'était pas immédiat, mais la médiane par zone d'installation se situant actuellement à 550 000 € de chiffre d'affaires par notaire libéral, on peut considérer en fait qu'on n'a pas encore bouleversé les orientations économiques de ce dispositif. Et d'ailleurs, c'est une vraie question parce que je crois qu'il y a quand même des inégalités dans les territoires entre un notaire rural et les notaires qui œuvrent en métropole et qui ont sans doute des actes qui sont beaucoup plus rémunérateurs que ceux auxquels peuvent souscrire les notaires ruraux. En conséquence de cette évaluation, nous nous souscrivons pleinement au nouvel objectif d'installation de 700 nouveaux notaires libéraux d'ici 2020. C'est un chiffre qui est proposé par l'autorité de la concurrence. Il l'a été en juillet dernier. Et nous souhaitons que la chancellerie accueille favorablement cette proposition. Nous recommandons également de poursuivre les créations d'offices d'avocats en Conseil d'État et à la Cour de cassation. 4 créations sont intervenues en 2016. L'autorité de la concurrence propose d'en créer 4 nouveaux. Il faut savoir que ce n'est pas rien au regard du nombre d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, puisque nous avons 60 études et que là, avec 8, nous sommes à un peu plus de 10%. C'est important de le faire. Et pour cette profession, nous proposons de supprimer, et le ministre à l'époque en était d'accord, mais le gouvernement l'avait imposé, nous proposons de supprimer la commission de classement des candidats et de recourir à l'horodatage des candidatures afin d'éviter le risque de l'entre-soi qui est incompatible, nous semble-t-il, avec l'ouverture voulue par le législateur. Il est par ailleurs nécessaire d'abroger certaines règles déontologiques qui limitent la concurrence entre les professionnels, notamment l'interdiction faite à un avocat au conseil de traiter un dossier déjà confié à un confrère sans son accord préalable et des règles très restrictives concernant la sollicitation personnalisée. Alors, le processus d'installation des nouveaux huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires est quant à lui beaucoup moins avancé, c'est fini. Un délai d'1 an s'étant écoulé entre l'avis de l'autorité de la concurrence et la publication de l'arrêté relatif à la carte des zones d'installation et les objectifs de nomination. Les tirages au sort sont terminés, mais les créations d'office ne sont pas encore achevées. Par ailleurs, la création de la profession de commissaire de justice, qui remplacera les 2 professions à partir de juillet 2022, nécessite encore une série de textes réglementaires d'application. Pour terminer, je parle quand même des greffiers des tribunaux de commerce. Nous notons que 12 candidats ont été admis à l'issue de la première session du nouveau concours que nous avons mis en place dans le cadre de cette loi début 2018, ce qui renforce le caractère méritocratique de l'accès à cette profession. Ce n'est pas suffisant. Il faut développer la publicité dont ce concours doit faire l'objet, en particulier dans les universités de droit, ce qui relève du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Et enfin, la création d'une seconde voie d'accès pour les professions d'administrateurs et de mandataires judiciaires par un nouveau diplôme spécifique de master a été prévu dans la loi. Il se traduit actuellement par une ouverture importante de ces professions. Il faudra veiller à ce que les obligations relatives au stage ne constituent pas un obstacle à l'installation des jeunes diplômés. Voilà, j'ai terminé, Monsieur le Président. Merci, Madame la rapporteure. Monsieur Castel, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Messieurs